Patrick Holden est le fondateur et directeur général du Sustainable Food Trust, une organisation fondée en 2012 et travaillant à l'international pour accélérer la Abou Laïch, qui est PDG de l'initiative SECEM en Égypte, qui a été fondée en 1977 et qui a reçu le Right Lively Award, qui est un sorte de prix Nobel alternatif. Bienvenue. Helmi, allez-y. Merci pour l'introduction. Je suis ravie de vous présenter notre expérience en Égypte. Donc, je vais entrer rapidement dans le sujet. Notre session aujourd'hui, c'est l'économie de l'amour. Comment est-ce que cette idée apparaît? Laissez-moi commencer par vous dire que c'est mon père qui, en 1977, a introduit ce concept à l'intérieur d'un rêve plus grand. Pour que les gens puissent travailler et apprendre ensemble. Vivre ensemble au sein d'une communauté où règne le respect mutuel. Donc cela s'est présenté, cela est apparu comme étant un très beau rêve, une très belle vision. Et mon père a mis en marche quelques principes qui touchent à l'agriculture durable. Et deux, il voulait réaliser cela en introduisant l'économie de l'amour en ce qui concerne les chaînes de production. Et pour que chacun puisse recevoir une part des bénéfices. Alors qu'en parallèle, le régime en Égypte avait pris un chemin très, très différent. Et l'économie de l'amour a été considérée comme du communisme. Avec cette approche, il voulait c'était important pour lui que l'approche soit de s'occuper de tout le monde, y compris les plus faibles. Et ensuite, c'était clair pour nous et notre famille que son rêve était trop idéaliste et que sa mission était impossible. Malgré tout, c'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui. Nous avons organisé un événement en 2017, le Miracle SECEM. Ça, c'est ce que vous voyez, c'est une oasis dans le désert où nous avons planté des cultures. Il y a une oasis et des agriculteurs sont venus partager leurs expériences. Il y a des milliers de personnes qui habitent autour de cette oasis.
Et nous avons et nous produisons à travers le marché local. Et nous distribuons aussi dans les supermarchés locaux. Donc la question, c'est comment est-ce que cela est possible? Chaque visiteur nous pose cette question. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui va arriver après? Et comment est la vie au sein de la communauté? Il y a eu des membres du Conseil du futur qui sont intervenus et qui ont fait un plan, une projection sur comment ils imaginaient le futur pour les 30-40 prochaines années. Voici leur vision pour 2057. Et pour nous, c'est un voyage. Et nous avons, et pour nous, nous avons exprimé une vision tout à fait différente pour 2057 au sein de la société égyptienne. Donc, on se demandait comment est-ce que ces modèles holistiques, durables et l'économie de l'amour, comment est-ce qu'on pourrait les implanter au sein de la société égyptienne et pour qu'ils puissent aussi inspirer d'autres communautés dans le monde. Et nous avons développé ce qu'on a appelé Sechem Vision 2057 pour l'Égypte, avec des objectifs de notre vision, 13 objectifs. Donc, selon notre vision, l'Égypte serait le centre de l'agriculture organique. L'Égypte aussi aurait un système holistique d'éducation implanté dans les écoles qui se diffuserait à travers le pays et qui contribuerait à construire des systèmes de gouvernance locale. Et le voici, économie de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce qu'on a besoin d'un autre schéma ou d'un autre nom pour un système qui va être utilisé au-delà des dynamiques de l'agriculture écologique? Pour nous, il était évident que oui, nous avons besoin de le nommer différemment parce qu'il va au-delà des certifications de l'agriculture. Comment est-ce qu'on va le faire? On pense qu'il y a 4 questions que les consommateurs dans le monde veulent savoir. En l'absence de consommateurs, nous n'avons pas d'informations sur ce qu'ils aimeraient consommer.
Donc, l'impact de ce produit sur, un, l'environnement, deux, la communauté, trois, le potentiel individuel de tous les êtres humains impliqués, et quatre, la distribution transparente de la valeur, son coût réel et son prix équitable. Nous pensons que nous, en tant que consommateurs, faisons partie du problème. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut donner aux consommateurs l'information réelle, l'information exacte? Oui, nous pouvons construire l'écosystème a besoin aussi de notre attention en ce qui concerne l'eau, le climat, l'énergie. Donc, il faudrait qu'on inclue dans notre schéma d'autres secteurs qui ne sont pas dans notre schéma actuellement. En ce qui concerne l'impact sur la communauté et sur le développement de chaque individu, tous ces schémas, que ce soit le commerce éthique, sont utilisés par SECEM depuis 40 ans. Nous pensons que nous devons développer d'autres indicateurs et qui s'orientent vers le développement spirituel, éducationnel, développer la recherche. Et le quatrième et dernier point, la transparence. Il faudrait qu'on ait de la transparence à travers toute la chaîne de valeur. Nous avons développé un outil, Impact Trace, pour suivre les consommateurs pas à pas du centre d'empaquetage à la distribution, aux autres points où les produits sont distribués jusqu'à la fin de la chaîne de valeur. Et ceci est un des premiers défis. Donc, du champ jusqu'à l'empaquetage, jusqu'à la distribution et jusqu'à la table. Et pour pouvoir finalement comparer le prix, il faudrait qu'on compare les produits finaux après qu'ils aient été empaquetés. Donc, comparer les produits conventionnels avec des produits qui sont produits par l'économie de l'amour, il faudrait qu'on compare toutes leurs dimensions. Et nous avons sélectionné trois dimensions que je vous montre ici.
dans ce tableau, pour avoir une information saine et précise, si vous voyez l'impact, par exemple, sur l'eau, on peut voir que chaque boîte à gauche de nos produits utilise 25 litres de moins d'eau. Et c'est une information très importante, notamment pour l'Égypte où le climat est sec et l'eau est rare. C'est important de savoir qu'un produit conventionnel coûte au gouvernement 5 livres égyptiennes de coût, alors que pour les produits à gauche, 0. En ce qui concerne la séquestrée, absorbée, alors qu'il y aurait 0 avec les produits conventionnels. Et enfin, l'impact sur la santé, 0 pour les produits issus de l'économie de l'amour et 0,16 livres égyptiennes pour les produits conventionnels. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que nous pensons que l'économie de l'amour, ce schéma, d'ouvrir de nouveaux commerces en Égypte et dans le monde. Et nous sommes très heureux d'avoir pu lancer ce schéma en Égypte sous ce label de l'économie de l'amour parce que nous sommes sûrs de notre contribution et nous sommes sûrs qu'elle aura un impact positif en vue d'avoir des systèmes plus durables. Et nous savons qu'il y a beaucoup autour de nous qui sont sceptiques et qui doutent, qui sont sceptiques dans le fait qu'en 2057, ce système se répande en Égypte. Mais j'en suis sûre, nous en sommes sûrs parce que c'est un système qui est beaucoup plus efficace, plus durable. Et pour ceux qui sont encore sceptiques et qui vont nous dire c'est fou, c'est impossible, sachez que ce qui semble, vous connaissez le dicton, ils ne savaient pas que c'était impossible, mais ils l'ont fait. Merci beaucoup, Helmi. C'était une présentation magnifique. Et nous avons notre prochain intervenant qui va nous donner un autre point de vue. Et je passe la parole à Patrick. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, une question à Helmi? Je suis ravie de vous voir, Helmi. Et comme d'habitude, comme à d'autres occasions où je vous ai écouté, vous m'avez semblé magnifique et très inspirant. En ce qui concerne l'économie de l'amour, je pense que c'est très fort de présenter cette idée de développer la manière et de changer comment on voit les choses. C'est vrai que tout est axé sur le profit, mais c'est possible que ça soit durable et qu'on mette au centre le développement humain, le développement spirituel. Je pense que c'est super. Ce que je vous demande, ma question, c'est que vous avez montré un leadership sur ce sujet à travers votre travail.
et comment vous êtes capable de mesurer le capital humain, le capital spirituel, l'amour. C'est vrai qu'il y a des moyens de mesurer ces capitaux. Et nous avons travaillé sur cela au sein de mon organisation pour qu'on puisse, nous avons réalisé que pour qu'on puisse mesurer ces capitaux, il faudrait qu'on ait des outils pour les mesurer. Comment est-ce que vous faites ça? Merci Patrick. Vous savez que cela fait partie, cela est notre objectif depuis très longtemps. Je suis très heureux de pouvoir être parmi vous et d'apprendre aussi des expériences des autres. Johanna est avec nous. Nous espérons travailler bientôt sur ces questions. Et oui, j'ai hâte de partager avec vous, d'unir mes efforts aux vôtres et comment on pourrait soutenir les agriculteurs dans leurs efforts. Pour qu'on puisse élargir ce thème encore plus, nous pensons qu'on est beaucoup plus efficace que les systèmes conventionnels d'agriculture. Et le temps est venu pour qu'on aide les fermes, les agriculteurs et qu'on puisse financer les efforts supplémentaires, par exemple la gestion du sol, la gestion de l'eau, etc. Et j'espère que bientôt, en Égypte, on pourrait produire des produits de haute qualité à des prix beaucoup plus accessibles que les produits conventionnels, notamment pour les outils pour aider les agriculteurs. J'avais une autre question, mais je vais passer la parole à Julie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je suis ravie de vous voir, Helmi. On était inquiet au début parce qu'on ne vous entendait pas. Merci. Je pense que le plus... Nous sommes d'accord tous que ce dont nous avons besoin, c'est une agriculture plus respectueuse de l'environnement et du sol. Votre présentation était très intéressante et c'est très similaire à comment nous travaillons nous aussi. Nous voudrions savoir quels sont les chemins, les moyens alternatifs. Désolé, le son est en train de se couper. Nous nous concentrons sur l'agriculture durable et l'idée de mettre les agriculteurs au centre. Ce qu'on veut dire par cela, c'est que l'argent arrive directement aux agriculteurs. Alors que lorsque ça passe par les supermarchés, il y a 6% qui part de la part des agriculteurs.
Et donc, nous sommes en train de contourner le système de distribution à travers les supermarchés. Selon moi, les consommateurs sont en train de perdre de vue le plus important est ce dont les agriculteurs ont besoin. Je pense que pour pouvoir atteindre 100% d'agriculture organique, il faudrait qu'on puisse arriver à qu'on puisse couvrir toute la distribution. Nous pensons ce qui ne veut pas dire qu'on n'aimerait pas inviter les consommateurs à venir à nos fermes pour qu'ils puissent avoir d'autres informations. Le but final, c'est de couvrir, c'est que l'agriculteur puisse gagner sa vie et que ses besoins soient couverts. Et pour valoriser tout cela, il faudrait donc, comme on a dit, que les agriculteurs puissent recevoir directement l'argent des consommateurs. Nous procédons à cet exercice avec nos agriculteurs et donc nous savons ce dont ils ont besoin et ainsi nous savons ce qui est juste. Nous savons quels sont les marchés dont ils ont besoin et ce pour que leurs enfants aillent à l'école, à l'université et ainsi de suite. Beaucoup de leurs enfants vont dans notre école et notre université et ont accès à des formations musicales ou autres. Nous faisons beaucoup pour que chaque agriculteur puisse se développer. Certains des revenus de nos activités peuvent couvrir ces programmes divers et variés. Nous avons des programmes d'éducation, de santé, des performances, des spectacles, enfin tous ces développements sont du développement personnel autant que la biodynamie. Merci, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Julie. Johanna, j'ai une question pour vous qui est en lien avec ce que nous disait Helmi. De votre point de vue, comment est-ce que vous gérez ce lien production-marché? Et aussi, quel est le système de comptabilité sur les coûts réels que vous utilisez? Oui, bien sûr. Merci. Je me ferai un plaisir de répondre. Alors,
je travaille à Freiburg en Allemagne dans une entreprise détenue par ses actionnaires. Les services écologiques écosystémiques sont vus comme des fermes sont vues comme un bien et donc les actionnaires achètent des parts des actions et en fait, ces entreprises agricoles sont ensuite compétitives sur le marché. Nous pensons qu'à terme, les services de durabilité écologique des fermes doivent être pris en compte. Nous pensons que à l'avenir, il y a besoin d'une comptabilité de la durabilité. Et c'est dans le droit fil de ce que disait Helmi, et c'est ce que nous examinons dans nos projets de recherche, à savoir que les services de durabilité écologique doivent être monétisés. C'est là-dessus que nous travaillons. Il y a aussi une différence dans nos approches, je pense, parce que nous nous penchons sur l'impact des services écologiques et écosystémiques des agriculteurs, mais un agriculteur ou une agricultrice a des... il y a un coût pour eux. Helmi, vous avez parlé du coût par rapport à un produit conventionnel, mais est-ce que vous penchez aussi sur les coûts pour les agriculteurs dans la pratique? Est-ce que vous penchez sur le coût qu'il y a pour un agriculteur de produire de manière biologique? Oui, alors j'espère avoir bien compris la question. Nous avons pris connaissance d'un rapport sur les cultures principales en Égypte. Donc, le delta du Nil et dans le désert. Il y a donc des coûts d'irrigation et d'engrais et de semences, parmi beaucoup d'autres. Et nous avons donc comparé les coûts pour ces deux régions, désert et delta du Nil. En fait, ce que l'on peut mesurer, c'est si il y a une économie en matière d'eau, par exemple. Et cela a un impact sur la santé et autres, et c'est pourquoi nous sommes très heureux de faire part de nos expériences. Nos agriculteurs sont compétitifs par rapport à l'agriculture conventionnelle. Merci beaucoup. Merci, Johanna. Donc, Julie, vous vouliez nous parler d'une étude que vous aviez menée. Oui, alors à 6 heures, nous allons vous en dire un peu plus sur une étude que nous avons faite sur la chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas vraiment la comptabilité des coûts, mais plutôt la monétisation de la valeur donc entre les consommateurs, les agriculteurs. C'est plus un retour social sur investissement que nous étudions. En tout cas, je serais très heureuse de vous voir dans notre session ce soir. En tout cas, les avantages
environnementaux étaient vraiment les plus durs à étudier et il était très difficile de les monétiser, de les quantifier, alors que c'est la chose clé que nous voulons étudier. En fait, on veut savoir comment récompenser les agriculteurs et c'est pourtant les données qui sont les plus difficiles à obtenir. C'est assez choquant en fait, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut approfondir du coup. Bon, c'est choquant, mais ce n'est pas surprenant, disons, dit Nina. Oui, c'est choquant sans l'être. Disons qu'on sait mesurer ce à quoi on accorde de la valeur. En somme, c'est ça. Mais il est très bon que vous ayez déjà identifié le fait que c'est là qu'il faut faire le plus de travail. Oui, enfin, c'est sûr. En tout cas, il y avait beaucoup de choses que nous n'arrivions pas à analyser. Ensuite, on peut faire le lien avec ce qui a été dit par Patrick à la conférence de l'année dernière. Enfin, Patrick avait dit que le goût était certainement la technologie qui était la plus fiable dans ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres? Oui, je pense que le goût est la première raison pour laquelle un consommateur fait un choix ou un autre. Si le prix n'est pas un obstacle, bien sûr. Nous en sommes très heureux. Nous avons vendu 800 millions de sachets de tisane en Égypte et nous sommes en concurrence avec Unilever ou d'autres. Alors pourquoi 800 millions? Eh bien à cause et grâce au goût, la saveur. Et cela va au-delà de toute certification, ce n'est pas pour cela. Et donc, effectivement, je suis tout à fait persuadée du fait que c'est la saveur qui nous aide à avoir une plus grosse part de marché et un meilleur positionnement par rapport à nos concurrents. Bien sûr, avec des tisanes, c'est beaucoup plus simple qu'avec du blé ou du riz, certes. Mais sur certains produits, en tout cas, le goût, la saveur est vraiment un indicateur. Merci, Helmi. Alors, il y a une autre question. Josh, pourrions-nous afficher les autres intervenants? Merci. Oui, j'aurais quelque chose à dire. Alors Patrick, allez-y, effectivement, et puis nous passerons à autre chose. Oui, merci. J'aimerais dire que Johanna et Julie et Helmi parlent d'un besoin d'accorder une valeur aux choses. Mais mon organisation a publié un rapport en 2017 intitulé Les coûts cachés de l'alimentation, de la production alimentaire en Angleterre, au Royaume-Uni. En fait, au Royaume-Uni, pour une livre anglaise dépensée, il y a une livre cachée de coûts. En tout cas, nous avons besoin d'un langage commun qui nous permettra de mesurer les impacts. Bien sûr, la saveur, l'amour, mais des paramètres tout à fait basiques et fondamentaux du système agricole. Nous devons être les plus inclusifs possibles. Nous avons besoin d'une terminologie qui inclut les capitaux, mais aussi qui est compréhensible par tous les pays. Par exemple, je pourrais m'adresser aux fournisseurs de Julie ou de Sekem et leur dire quel est votre impact? Est-ce que vous utilisez les mêmes moyens de mesure? Si nous utilisons les mêmes moyens de mesure, nous avons une langue commune, alors nous pouvons inclure tous les producteurs conventionnels parce que en tant que personne qui a contribué à mettre au point le label biologique, je sais que c'est trop binaire. Il faut qu'on mesure de manière
unifier toutes ces techniques. Et ce serait un nouveau langage qui nous permettrait de communiquer sur la durabilité et on éviterait certains de ces schismes entre bio et non bio. C'est pourquoi je dis à Helmi et aux autres, nous devons travailler ensemble là-dessus. Julie. Oui, alors nous n'avons pas encore cette langue commune et je suis très inquiète qu'on jette le bébé biologique avec l'eau du bain. Bon, enfin, je mélange un peu mes métaphores, mais enfin, l'eau du bain, que sais-je. Enfin bon. En tout cas, j'ai beaucoup de sympathie pour l'idée que, effectivement, on veut éviter les schismes. On veut que tout le monde puisse parler la même langue, mais il nous faut un point référence pour les grands distributeurs. Actuellement, le bio et le biodynamique est tout ce que nous avons. Alors, effectivement, je suis très favorable à tout ce qui est agriculture régénérative, etc. Je suis très enthousiaste, mais je suis inquiète, ou je crains en tout cas, que le concept pourrait être coopté par des personnes qui font beaucoup moins bien. J'entends bien ce que vous dites, mais pour l'instant, il faut des validations externes qui jugent de ce qui est bio ou non. Et pour l'instant, le bio, c'est ce que nous avons de mieux. Oui, oui, je comprends bien ce que vous dites, Julie. Je suis certifiée bio aussi. Simplement, je veux dire que ce n'est pas exclusif. Il faudrait simplement que on puisse mettre un score, attribuer une note en termes de durabilité. Les personnes qui achètent les produits pourraient en juger de manière plus précise. En fait, alors, Nina, il y a une question du public. Les systèmes de compensation pour les agriculteurs seront très difficiles à mettre en œuvre et ce sera favorable à ceux qui sont doués pour faire des demandes administratives, etc. Et il y a ensuite un système qui pourrait être au détriment des grands groupes et favorable aux petits. Alors, comment, disons, aplanir le terrain pour identifier ce qui marche? Peut-être faudrait-il identifier les paramètres négatifs et appliquer une taxe sur ces paramètres négatifs. Alors, une analyse des impacts négatifs pourrait être faite chaque année et on pourrait ensuite inciter les uns et les autres. En fait, c'est très lié à ce que tout le monde dit, que nous avons besoin d'une harmonisation qui va lutter contre le changement climatique parce qu'on est en train de saccager la planète. Je ne suis pas en désaccord avec vous, Julie. Oui, oui, non, pas du tout. Je ne crois pas que nous soyons en désaccord. Simplement, je me demande comment aller vers ce que nous voulons. Je crois qu'au Royaume-Uni, nous espérons que les choses vont aller pour le mieux. Mais petit à petit, bon, nous doutons. Il y a
des agriculteurs qui font de très bonnes choses et d'un autre côté, il y a les taxes qu'on peut appliquer. À une conférence d'Oxford il y a quelques années, j'avais demandé quelles mesures pourraient être recommandées. Une taxe carbone ou autre. Quel est l'avantage donc de la comptabilité des coûts réels? Alors, si l'on pouvait monétiser, enfin, comment dire, mettre un prix sur les impacts négatifs, alors ce serait super. En fait, il faut vraiment un langage commun là-dessus. Nous avons besoin d'un système harmonisé et j'inclurai le biodynamique et le biologique. Il n'y a pas à renier ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Bon, alors nous allons manquer de temps bientôt, mais il y aura des questions ouvertes sur Zoom. Le lien va être posté sur le chat. Alors, si vous voulez des informations sur SECEM, sur le Sustainable Food Trust ou autre, nous avons tous les liens regroupés au même endroit. C'est mon collègue qui va s'occuper de les poster dans le chat. Merci infiniment à vous de nous avoir rejoints. Peut-être allons-nous nous retrouver dans le chat Zoom un peu plus tard. Julie. Non, j'opinais du chef, simplement, en écoutant ce que vous disiez. J'invite tout un chacun à passer au Zoom pour poursuivre la discussion. Peut-être que Helmi ou Johanna voulaient reprendre la parole. Oui, alors est-ce que la séance est tout de suite ou à 15 heures? Nous avons encore quelques minutes ici sur le crowdcast. Je voulais simplement que tout le monde le sache avant que nous soyons coupés. Oui, merci. Alors, effectivement, on est tous réunis là pour dire que l'économie doit changer et nous mettons au point les concepts. C'est à nous de créer ce langage commun. Et en même temps, nous devons exercer une pression sur les décideurs politiques pour que les pesticides ne soient pas si privilégiés. Je crois que petit à petit, il y a un changement qui s'opère. Alors, encore un mot de Helmi. Oui, je vois à quel point les militants peuvent se plaindre très fort en Europe, alors qu'en Égypte, les agriculteurs souvent n'ont pas cette possibilité. Mais dans notre cas, la transformation va être beaucoup plus rapide parce qu'on ne peut pas encore soutenir ces systèmes non durables trop longtemps encore. Quelqu'un va devoir payer le prix de cette non-durabilité. Les géraniums
aux générations futures. En fait, on doit toujours payer en fin de compte. Ce seront nos enfants ou nos petits-enfants ou mon voisin qui payera plus d'impôts. Mais en fait, on n'échappe jamais à cela. C'est la réalité en Égypte. Et c'est pourquoi, à mon avis, en Égypte, on va bientôt constater des changements parce que l'État ne pourra plus continuer à financer des pratiques non durables avec des millions et des millions. En fait, les intrants des agriculteurs biologiques sont de moins en moins chers que pour les agriculteurs conventionnels. Parce que pour ces agriculteurs conventionnels, les prix augmentent. Et donc, je crois qu'un système de comptabilité comme ça peut être mis au point. Nous devons regrouper nos forces et avoir quelque chose qui pourrait être utilisé partout. Merci beaucoup, Helmi. En fait, il y a un lien à faire avec la prochaine session, à savoir comment inclure les personnes dans cette nouvelle voie économique, quelles que soient les circonstances. Parce que nombreux sont ceux qui voudraient faire des choix différents, mais ne peuvent se le permettre avec le système actuel des choses. Alors, au vu de l'heure qui tourne, je vous invite à passer à la séance Zoom et à continuer à discuter de ces questions. Merci à tous et rendez-vous sur le chat Zoom. Au revoir. Le lien Zoom figure dans le chat au niveau du backstage. Vous quittez le studio et vous le trouvez.